Bonjour, bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef du site, et je suis aux côtés de Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Bonjour Hélène. 1 an après son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump était au Forum économique de Davos, en Suisse, mercredi 21 janvier. Il a eu l'occasion d'y dérouler sa propre vision du monde. Une vision qu'on peut lire, certes, comme celle d'un président imprévisible, égocentrique, parfois délirant. Mais on peut aussi se faire un peu violence et essayer de comprendre la logique Trump. Car oui, il y a bel et bien une cohérence idéologique dans le Trumpisme version second mandat. Le discours du président américain à Davos était à ce titre très instructif car il y a dispensé sa vision intérieure, ce qui concerne les États-Unis, et extérieure, les relations entre les pays du monde. Il a dressé ce qu'il estime être le bilan économique de sa première année à la Maison-Blanche, dithyrambique évidemment, et sur les relations internationales, c'était dans sa bouche le triomphe de l'impérialisme américain. Alors Alain, Jean-Marie, je vous propose qu'on s'appuie sur ce discours de Davos, ou qu'on s'en éloigne si besoin, mais qu'on essaye de décrire ce que révèle cette première année de Donald Trump au pouvoir. Quelle est sa logique, sa vision du monde, en essayant d'aller au-delà de « ce type est vraiment fou », même s'il l'est probablement. Je vous propose qu'on commence peut-être par l'international. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez compris, retenu de son discours à Davos? Donald Trump, on le sait, est dans une logique transactionnelle, mais peut-être plus que ça encore. C'était carrément une logique de chantage? Oui, une logique de chantage, c'est tout à fait ça. Je peux vous lire un des titres du New York Times à la une. Hier, à Davos, un discours fondé sur la peur ou provoquer la peur. Un discours à la Mario Puzo, c'est-à-dire un discours de chef mafieux selon un des éditorialistes conservateurs du New York Times, le très brillant Bret Stephens. Donc, ce discours est fondé sur quelque chose qu'on peut difficilement ne pas qualifier de paranoïa. Et vous remarquerez qu'à intervalles réguliers dans ce discours, il présente les États-Unis comme ayant toujours été escroqués, roulés, traînés dans la farine, volés par le monde entier. Et donc, il est difficile, si vous voulez, de ne pas penser à un syndrome paranoïaque assez développé. Ça s'adresse aussi bien aux adversaires des États-Unis, mais ça s'adresse surtout à ses alliés asiatiques et européens, mais notamment européens. Il n'a cessé de répéter, dans un discours totalement décousu, chaotique, tout ce qu'on veut, à intervalles réguliers, est revenue la formulation suivante: les alliés de l'OTAN ne sont pas vraiment des alliés parce que, au fond, ils n'ont jamais manifesté la moindre gratitude à l'égard du fait que c'est les États-Unis qui payent l'essentiel du budget de l'OTAN. Et cette phrase, cette absence de gratitude des alliés, elle s'est adressée aussi à l'Ukraine d'ailleurs, qui manque aussi de gratitude. Et donc tout le monde manque de gratitude à l'égard des États-Unis, notamment ses alliés. Mais les alliés qui ont le plus souvent été cités comme étant les plus ingrats, autrement dit, pas des alliés très solides ni très fiables, ce sont les alliés européens. Il a répondu que chaque fois que les États-Unis auraient eu besoin des alliés, ils n'ont pas été présents. C'est faux, c'est largement faux. On peut compter en centaines le nombre d'hommes, de militaires européens, qu'ils viennent du Danemark, d'Allemagne, de France, de Grande-Bretagne, qui ont été tués au lendemain des attentats de 2001, lorsque les États-Unis ont décidé de chasser les talibans du pouvoir à Kaboul. Les alliés étaient là, c'est même eux qui ont proposé de faire jouer l'article 5 de l'OTAN pour la solidarité transatlantique à ce moment. Un pays comme le Danemark, qui compte 6 millions d'habitants, donc vous pouvez imaginer que la taille de l'armée danoise n'est pas gigantesque, a eu 40 morts. 40 morts. Les soldats britanniques, dans l'ensemble des opérations de l'OTAN sollicitées par les États-Unis, ont eu 800 morts. Et donc, véritablement, cette espèce de couplet, de refrain, de rengaine qui revenait sans cesse l'ingratitude du monde à l'égard des États-Unis. C'était le sentiment d'un homme qui vit
dans une autre réalité que la nôtre, comme l'avait dit Madame Merkel en son temps. Et pour le reste, eh bien, vous avez eu raison, c'est du chantage. Si ça ne me plaît pas, j'imposerai les droits de douane. Autrement dit, les droits de douane. Vous savez qu'il a couvert l'entièreté de la planète de droits de douane au début du mois d'avril avant de négocier une baisse de ses droits de douane. Ensuite, avec chacun des pays qui ont accepté de négocier, ce qui n'a pas été le cas de la Chine, qui a refusé de négocier. Donc, si vous voulez, cette campagne de droits de douane aussi était destinée, en principe, à améliorer la balance commerciale des États-Unis. Pas du tout. Il s'en sert pour des objectifs politiques. Voilà ce qui m'a frappé le plus dans ce discours, c'est cette vision totalement paranoïaque des États-Unis qui n'ont en rien profité de l'ordre international tel qu'il l'avait dessiné au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà la vision de Donald Trump. Elle me paraît fausse de A à Z. Vous soulignez l'ingratitude qu'auraient les Européens à l'égard des États-Unis aux yeux de Donald Trump. Mais Jean-Marie Colombani, est-ce que là, début 2026, on peut toujours considérer que nous sommes les alliés des Américains, ou plutôt que les Américains sont nos alliés? C'est toute la question parce que la notion d'allié, d'abord, pour lui, n'existe pas. Et donc, il l'a clairement manifesté et redit. Et il faut peut-être se reporter au discours du Premier ministre canadien, le Canada ayant été le premier à résister à la pression des tarifs et à se débarrasser d'ailleurs des tarifs que Trump voulait imposer au Canada. Et le Premier ministre canadien a dit « Attention, nous ne sommes pas dans une transition, nous sommes dans une rupture ». Et la rupture, elle est là, elle est d'abord là entre Trump et les alliés des États-Unis. On a eu une séquence totalement invraisemblable lorsque donc Donald Trump a réaffirmé sa volonté d'agréger, d'absorber le Groenland, d'en être le propriétaire, et donc que ont été annoncées des manœuvres, entre guillemets, soi-disant de l'OTAN en Alaska, des arrivées peut-être des rassemblements de troupes américaines qui faisaient penser que peut-être, un peu comme mutatis mutandis, Poutine avait massé des troupes aux fins officielles d'exercice à la frontière biélorusse-Ukraine, avant d'intervenir en Ukraine. Et donc, il y a eu une espèce pas de panique, mais enfin d'affolement un petit peu, en se disant, mais qu'est-ce qu'il est en train de préparer ? Et donc là, il y a, je veux dire, une opération, contre les soi-disant alliés. De même, la revendication sur le territoire du Groenland est aussi une aberration de ce point de vue-là. Et donc, tout le monde s'est trouvé soulagé lorsque, à l'entrée donc du séminaire de Davos, il a dit « mais je n'ai pas l'intention d'utiliser la force », en disant d'ailleurs « si j'utilisais la force, je serais invincible, enfin je serais imbattable », etc. Oui, bien sûr, la force américaine est très supérieure à celle de ses alliés. Et ça fait partie des choses qu'ils remettent en cause et qui posent un énorme problème, notamment pour les Européens, mais aussi pour les alliés asiatiques. Qu'est-ce qu'on fait après ? Qu'est-ce qu'on fait une fois que les États-Unis se sont retirés ? Qu'est-ce que devient l'OTAN ? Est-ce que l'OTAN est préservée au seul bénéfice des alliés, entre guillemets, à l'exclusion des États-Unis ? Est-ce que c'est possible ? Donc ça devrait normalement relancer tous les débats sur une éventuelle future défense européenne, entre autres. Mais c'est un immense sujet parce que ça fait 80 ans que l'on vit avec l'idée que, de toute façon, en cas de malheur, de toute façon, la cavalerie arriverait. On n'est plus sûr de rien. Oui, alors vous mentionniez le discours du Premier ministre canadien, Mark Carney. Discours en plus qui a eu lieu à la veille de celui de Donald Trump. Donc on ne peut même pas dire que c'était en réaction. Il a pris les devants, ce Canadien. Un discours de lucidité et de résistance. Et il a appelé à la nécessité pour les pays de taille moyenne de former leurs propres alliances et de se libérer justement du joug américain, de la domination en tout cas des grandes puissances, même si il n'a cité qu'entre les lignes les États-Unis. Une alliance des puissances moyennes face aux géants américains, c'est ça qu'il faudrait faire ? Je ne crois pas que ce soit exactement, formellement, quelque chose comme cela. Mais ce qu'évoque McCartney, c'est de dire, écoutez, arrêtons de nous faire des illusions. Regardons le monde tel qu'il est et tel qu'il va et tirons des conséquences. Et parmi ces conséquences, il y en a une, c'est que au fond, Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine ont la même conception des relations entre États.
Et cette conception, ça consiste à recréer dans le monde des zones d'influence. Chacun a droit à sa zone d'influence. La zone d'influence de la Russie, on la connaît, Poutine veut la reconstituer, c'est au minimum la Biélorussie, l'Ukraine, bien sûr, et la Géorgie. La zone d'influence que revendique Xi Jinping, en dépit de ce qu'en pensent ses voisins vietnamiens et autres du Pacifique occidental, c'est non, le Pacifique occidental appartient à la Chine. Et les États qui ont des revendications territoriales dans le Pacifique occidental, qu'il s'agisse des Philippines, du Vietnam, de la Malaisie, etc., eh bien, ces revendications, elles peuvent se les mettre dans la poche, parce que leur avenir économique est avec la Chine, et ça suppose que sur le plan politique, ils n'appartiennent pas à des pactes qui nous sont hostiles ou qui nous sont défavorables. Ils ne sont pas entièrement maîtres de leur politique étrangère ni de leur politique de sécurité. Autrement dit, leur souveraineté est limitée. Ça, c'était la vieille théorie de la diplomatie soviétique, souveraineté limitée dans ce qu'ils appelaient, dans ce que les soviétiques appelaient l'étranger proche de l'Union soviétique. Et au fond, Trump réclame la même chose. Il dit dans l'hémisphère ouest, occidental, ça comprend évidemment le Groenland pour lui, peut-être au-delà, on ne sait pas, et ça comprend ensuite l'Amérique centrale, certainement, une partie de l'Amérique du Sud, on ne sait pas où ça s'arrête. Je suis le patron. Et si je veux aller kidnapper ou enlever un chef d'État étranger, dès lors qu'il a été inculpé par un tribunal américain, eh bien, je le fais. Et j'impose au Mexique ceci, et j'impose à la Colombie cela, et j'impose au Panama ceci et cela. Autrement dit, dans mon étranger proche, c'est-à-dire l'hémisphère occidental, le seul qui m'intéresse vraiment, j'ai un droit de priorité sur les matières premières et j'ai un droit de regard sur les questions sécuritaires et de politique étrangère de ces États. Et donc, il a sa zone d'influence lui aussi. Ça veut dire que c'est une renonciation à ce qui était une ambition. C'était une ambition qui, bien entendu, n'a pas cessé de souffrir des exceptions. Mais l'ambition du monde construit en 1945 avec le système des Nations Unies, c'est que les pouvoirs d'un État, ou les droits, plus exactement les droits d'un État, ne dépendent pas de sa taille. Autrement dit, dans le mécanisme des États-Unis, on dit qu'un petit État, sur le plan des droits d'un État, en a autant qu'un État qui est plus grand et plus puissant. Ça, Donald Trump veut l'abattre. Ça, Xi Jinping n'est pas d'accord avec ça. Et ça, Vladimir Poutine non plus n'est pas d'accord avec ça. Alors, vous me direz que cette norme des Nations Unies, elle a été violée aussi bien par les Occidentaux que par les Soviétiques ou les Chinois, etc. Oui, mais elle existait. Elle était fixée comme une norme. De cela, Trump ne veut plus. Et c'est ce qui dit d'ailleurs le document de sécurité américain sur la stratégie américaine qui représente sa vision du monde et qui a été publié par le Pentagone le 5 décembre dernier. Donc voilà, si vous voulez, Carnet dit « nous sommes dans ce monde-là ». Alors dans ce monde-là, comment réagissent les puissances moyennes ou les puissances qui tout simplement sont attachées à la norme qui a été posée en 1945 et qui est celle des Nations Unies. Les droits d'un État ne dépendent pas de sa taille. Eh bien, il dit qu'il faut des associations, il faut renouveler nos alliances, il faut s'appuyer sur tel ou tel pays, etc. Bon, vous remarquerez que le Canada, sur le plan économique, s'appuie maintenant sur la Chine, puisque le pétrole et le gaz canadien, grâce à une voie de communication, un pipe qui traverse tout le pays, peut s'adresser directement aux pays du Pacifique et notamment à la Chine. Mais aussi, il souhaite une alliance plus forte avec l'Union européenne. Mais aussi, l'Union européenne souhaite des alliances, et a réussi d'ailleurs, il faut le dire, parce qu'on ne le dit pas assez, des alliances plus fortes sur le plan économique et commercial, avec le Canada, avec l'Indonésie, avec le Mexique. Je pense que de ce point de vue, on ne pardonnera jamais à la France d'avoir refusé le marché avec les pays latino-américains qu'on appelle le Mercosur, parce que c'est exactement ce qu'il faut faire en ce moment, avoir un système d'alliance beaucoup plus diversifié, dans la mesure où ce qui fondait en partie notre politique étrangère, c'est-à-dire l'alliance transatlantique, est moins fiable que jamais. Et on ne sait pas ce qui peut se passer après Donald Trump. Donc voilà, Carnet dit « arrêtons de nous faire des illusions. Nous entrons dans ce monde-là et faisons des alliances. » Alors,
Il ne qualifie pas l'Europe de puissance moyenne, mais ce qu'on pourrait appeler puissance moyenne, certes, c'est, comme vous l'avez dit, ça pourrait être, bien sûr, l'Indonésie, le Mexique, le Brésil, c'est le Mercosur, si vous voulez. Et déjà, l'Union européenne est dans une logique d'alliance beaucoup plus diversifiée. Mais reste que toute notre défense, et notamment la protection, le parapluie nucléaire américain, se fait à l'intérieur de l'Alliance atlantique, et c'est ça qui est en question. Jean-Marie Colombani? En tout cas, ce qui est devant nous, c'est une remise en cause radicale de l'univers dans lequel nous étions et donc la nécessité de penser autre chose et de penser autrement. Sur ce que vient d'exposer Alain, on comprend mieux, du coup, l'attitude de Trump vis-à-vis de l'Ukraine et la complaisance de Trump permanente vis-à-vis de Vladimir Poutine, en dehors de toute autre considération qui peuvent être tel ou tel aspect du passé et notamment des faillites successives de Donald Trump. Indépendamment de tout cela, il y a l'idée que les zones d'influence sont légitimes. La zone d'influence de Trump, c'est sa façon de dire de Dunkerque à Tamanrasset, c'est-à-dire c'est du haut du Groenland jusqu'à la Terre de Feu. Donc les deux, tout l'hémisphère. Donc c'est cela. Donc évidemment, quand on a cette vision-là, le fait que Poutine revendique l'Ukraine, il dit que l'Ukraine doit lui appartenir, que l'Ukraine c'est la Russie, ainsi de suite. Au fond, il n'a pas d'objection ni idéologique ni autre à opposer à Vladimir Poutine. Donc c'est sans doute là que se trouve la raison profonde, au fond, de l'attitude de Donald Trump vis-à-vis de Poutine, même s'il nous explique qu'on est chaque jour au seuil d'un nouveau progrès, ou au seuil de la paix, ou au seuil d'une grande victoire de Donald Trump. Voilà, il faut mettre un petit peu tout cela de côté. Ça augure mal, d'ailleurs, de ce qui pourrait se passer si la Chine continue sur sa lancée, c'est-à-dire sur l'idée de récupérer un jour. Et je pense que dans la tête de Xi Jinping, il y a un échéancier, il y a une sorte de compte à rebours sur Taïwan. Et donc là, on voit mal que Trump réagisse comme l'auraient fait ses prédécesseurs à compter du moment où Taïwan, c'est clairement la zone d'influence de la Chine. Donc voilà à quoi nous avons affaire aujourd'hui. C'est ça qui est angoissant, parce que ça peut en effet conduire à des conflits beaucoup plus graves que ceux que nous subissons aujourd'hui. Par ailleurs, il y a quelque chose qu'on peut relever aussi alors cette fois dans la méthode Trump, qui consiste à faire des annonces fracassantes, à se crier victoire au fond, et puis à oublier cela très vite et à passer à autre chose quand ça ne marche pas, quand ça ne fonctionne pas. Et donc là, on en a eu deux exemples récents. On a évidemment l'exemple de l'Ukraine où rien ne se passe de positif en termes d'arrêt des combats ou quoi que ce soit. Mais on a aussi, je pense, un épisode qui est à mes yeux encore plus dramatique, qui est l'épisode iranien, puisque au cœur de la révolte des Iraniens contre les mollahs, il y a un discours de Trump où il les encourage à se mobiliser, à aller dans la rue, à attaquer leurs institutions, à mettre en difficulté le pouvoir des mollahs, et en disant « Allez-y, j'arrive ». Voilà, et donc je vais vous venir en aide. Allez-y sans crainte, puisque moi je serai là pour in fine vous défendre. Et il ne se passe rien. Il ne se passe rien des menaces de Trump, et il se passe l'inverse, c'est-à-dire un bain de sang effroyable, un massacre épouvantable qui fait qu'aujourd'hui, vous avez vu que cette histoire iranienne est sortie des unes des médias, est sortie des préoccupations des médias aujourd'hui, comme si la révolte a été noyée dans le sang. Et puis Donald Trump, lui, entre-temps, n'avait rien fait de ce qu'il avait annoncé qu'il ferait. Alors peut-être que les choses vont revenir en Iran parce qu'il y a quand même un porte-avions qui se déplace et peut-être qu'il y aura des suites ici ou là, des suites militaires, on ne sait pas. Mais néanmoins, on a eu cette séquence épouvantable. Donc ça, c'est les conséquences tragiques de la méthode Trump ça l'empêche pas après de crier victoire et de dire comme sur le Groenland, de dire j'ai obtenu tout ce que je voulais. Il a obtenu rien du tout de ce qu'il voulait puisque les choses sont confortées dans ce qu'elles étaient déjà, c'est-à-dire une très grande liberté de manœuvre des États-Unis à travers leur base militaire au Groenland. Et donc c'est quand même avec cela qu'il faut faire, et c'est ça qui crée en même temps partout cette atmosphère à la fois d'anxiété et parfois d'affolement, et aussi
comme on attend le prochain épisode d'une série, comme le dit d'ailleurs Donald Trump, il dit mais c'est comme si j'assistais à une série télévisée. Et d'ailleurs, regardez bien, ce que je fais, c'est de la bonne télévision, dit-il, ou dit-il en permanence. Donc voilà où nous en sommes. Mais justement, moi, sur les conséquences, il y a quelque chose qui m'interroge et peut-être qu'on pourra finir là-dessus. En tout cas, j'aimerais bien avoir votre avis. C'est que, est-ce que les choses pourront redevenir comme avant? Enfin, j'entends par là, après Trump, on ne sait pas qui y aura à la Maison-Blanche. Comment ça se passe dans l'histoire? Est-ce il peut y avoir des retours en arrière? Après tout, on pourrait se dire, bon, allez, encore 3 ans, on va serrer les dents, essayer de limiter la casse. Donc, par exemple, pour les relations Europe-États-Unis, est-ce qu'on peut se dire, finalement, Trump, ça va être une mauvaise saison de série à passer. Et puis, finalement, peut-être que c'est pas tant une rupture que ça ou un changement d'air et qu'on pourra reprendre des relations à peu près normales dans 3 ans, au coup d'après. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Dans l'histoire des États-Unis, chaque président a laissé sa marque. Et chacun des successeurs a tenu compte de l'héritage. Même Ronald Reagan, qui voulait démolir en partie l'héritage de Franklin Roosevelt, celui qu'on appelait le New Deal, c'est-à-dire la naissance d'un État-providence aux États-Unis, un peu à l'européenne, même Reagan a respecté certains des éléments du New Deal de Franklin Roosevelt et qui a été poursuivi par des républicains comme Nixon ou par les autres démocrates comme Kennedy ou bien Johnson. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Autrement dit, Trump laissera sa marque. Il a franchi une ligne rouge. Les alliés européens, je suis indifférent à cette histoire-là. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, nous ne prenons pas parti. C'est ce que dit Witkoff. Nous ne prenons pas parti. Nous essayons d'arbitrer entre les désirs des uns et des autres, mais nous ne prenons pas parti. Il n'y a pas un camp pour lequel nous avons plus de sympathie que pour l'autre. Donc ça, si vous voulez, cette ligne rouge, elle a été franchie. Jusqu'à Donald Trump, y compris durant son premier mandat, républicains et démocrates étaient d'accord sur l'importance qu'avait dans le monde, sur l'importance qu'il y avait pour les démocraties européennes et la démocratie américaine à présenter un front commun et à défendre la démocratie de par le monde. Alors ça pouvait être hypocrite, ça pouvait être tout ce que vous voulez, mais il n'empêche que républicains et démocrates étaient d'accord sur 80% de la politique étrangère, et notamment sur le fait que les alliances conclues par les États-Unis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, l'alliance avec le Japon et avec la Corée du Sud et avec les Philippines, et les alliances conclues à l'époque, ensuite, en 1949, l'OTAN, avec les alliés européens, que ces alliances étaient bénéfiques, garantissaient la sécurité des États-Unis, garantissaient le rayonnement du modèle américain, donnaient à l'Amérique les moyens d'imposer ses volontés en matière de commerce, de liberté du commerce, de liberté de la circulation sur les mers, et lui autorisait d'avoir, de par le monde, un nombre de bases qui faisait que, à son soft power, à sa séduction, s'ajoutait sa puissance militaire, sa puissance dure. Tout ça, Trump l'a mis à la poubelle. Il a cassé le consensus républicain et démocrate sur la politique étrangère. Nous ne savons pas ce que va devenir le Parti républicain. Nous ne le savons pas. Nous savons qu'au Sénat, il y a beaucoup de sénateurs républicains qui sont curieux, mécontents, contre Trump. Nous savons qu'il y en a aussi un peu à la Chambre des représentants. Mais enfin, le Parti républicain s'est converti à ce national-populisme qui change totalement la face des États-Unis et particulièrement pour nous, les Européens. Il s'est converti à cette pensée trumpiste. Est-ce qu'il va l'abandonner? On ne sait pas. Mais ça veut dire que nous, les Européens, ne pouvons pas dépendre tous les 4 ans de la couleur du président américain pour savoir si les États-Unis vont toujours contribuer à assurer la défense de l'Europe ou bien s'ils vont refuser et abandonner l'Europe à son sort. Et donc, pour nous, la conclusion est la même. On ne peut plus faire dépendre notre sécurité d'un changement de parti au pouvoir à Washington. Et il faut donc, autant que possible, gagner en autonomie stratégique. C'est difficile, c'est à 20 ans, c'est à 25 ans, mais il n'empêche que c'est devenu pour nous un devoir face à quelqu'un qui a cassé les codes aux États-Unis, qui a franchi des lignes rouges et qui a convaincu un des grands partis américains d'abandonner
tout ce qui faisait l'héritage des États-Unis depuis 1945. On pourrait d'ailleurs ajouter que cet abandon vaut aussi à l'intérieur pour les règles de la vie de la démocratie américaine, qui étaient des règles d'équilibre des pouvoirs et qu'il est en train de transformer en monopole du pouvoir pour le président des États-Unis. Merci beaucoup à tous les deux pour ce nouvel épisode du Monde devant soi. On se retrouve très bientôt, la semaine prochaine. Merci Alain, merci Jean-Marie. Merci Hélène. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.